Le no-code va mettre les développeurs au chômage. Mais qui code les outils no-code? Des développeurs ou des développeurs no-code? Le no-code, c'est juste un autre WordPress en fait, c'est un CMS++, quoi. Je vous avoue que quand on a parlé à nos collègues de faire un reportage sur le no-code, ils ont un peu réagi en mode non mais il n'y a pas des métiers plus intéressants à aborder en premier, l'intelligence artificielle, la data science ou les DevOps. Et puis déjà, est-ce que développeur no-code c'est un métier qui existe vraiment? Il y avait un truc qui me tiquait un peu, hein, c'est que déjà il y a beaucoup de développeurs qui parlent de no-code ou des outils no-code sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Nicolas par exemple qui est juste à côté au bureau, il utilise Notion H24 alors que c'est pas un outil de la boîte, hein, on utilise Google Drive nous, c'est pas Notion. Puis c'est vrai que moi je suis plus développeur, je suis chez We Love Devs aujourd'hui, je passe beaucoup de temps avec les équipes commerciales, les équipes relations clients à faire du marketing et je passe plus de temps à faire de la colle entre Google Spreadsheet, le CRM, Aircall, mettre des API partout, ça fait zap zap zap, on se croirait dans un Star Wars. Je pense que c'est venu aussi de là, en fait, les outils no-code qu'on connaît actuellement. C'est le fait de pouvoir se dire, OK, bah, il y a un véritable besoin, c'est un petit peu urgent, il n'y a pas assez de personnes pour répondre à ces demandes-là. Je pense qu'on a beaucoup trop longtemps séparé les tech et les non-tech. Cette binarité n'existe plus et n'existera plus et existera de moins en moins. Oui, forcément, il y a des besoins, comme le no-code il est en forte croissance, forcément, il y a des besoins métiers qui se créent, quoi. C'est justement une idée reçue que le no-code, c'est vraiment quelque chose de facile. Selon les outils, il y a quand même des courbes d'apprentissage qui peuvent être plus difficiles que d'autres. Et dire que c'est facile, ça finalement contre-productif. Parce que... En vrai, le moment qui nous a tués à la fin de la conversation, c'est Autopilot dont la facture explose. Puis à chaque fois, c'est attention, dans 4 heures, la facture va augmenter. Alors Autopilot, c'est un outil qu'on utilise depuis 2018. On a automatisé pas mal de parcours utilisateurs, hein, de scénarios dedans. C'est pratique, c'est de la programmation visuelle. Il y a des bulles, il y a des connexions, il y a des étapes, des actions. Et ça permet surtout à ce que Martin, à la relation client, quand il fait des suivis de mise en relation sur un candidat, il puisse aller modifier lui-même ses emails dedans. Quand on fait des grosses campagnes, tout le monde peut participer à aller modifier ses emails. Et Mathilde, elle s'en sert pour gérer les prospects entrants. Elle les relance avec Autopilot depuis plusieurs années. Moi, ça fait au moins 2 ans que je suis pas allé dedans et Autopilot, il tourne tout seul depuis 6 ans. On a même branché Segment dessus maintenant. Ça fonctionne bien, quoi. Le problème, c'est qu'Autopilot, il n'a pas changé depuis 2018. C'est un logiciel en WebSocket en plus, et on voit bien qu'il y a de moins en moins de serveurs derrière. Il est lent de ouf quand tu as 2 fenêtres ouvertes. Le serveur, il sait plus rien faire. Limite, si tu es en train d'utiliser un espace de travail dans Autopilot et que quelqu'un l'utilise en même temps, tu lui demandes d'arrêter parce que tu vas faire des modifications, alors que c'est censé être pratique. Mais vraiment parce que l'éditeur met plus de serveurs, ils investissent plus sur le produit depuis 2018, il n'a pas bougé. Même l'éditeur d'Autopilot nous demande de changer pour passer sur leur nouveau produit principal. Bref, il faut arrêter d'utiliser l'autopilot journaise qu'on utilise et il faut un nouvel outil et pour ça du coup on va faire de la pige, on va regarder des vidéos. Vu qu'on utilise déjà Twilio et SendGrid, est-ce qu'on peut utiliser un scénario dans Make ou dans Zapier? Si on utilise Make, est-ce qu'on enlève tout ce qu'il y a dans Zapier pour mettre sur Make? On se retrouve à regarder des vidéos par des créateurs de contenu et en fait les outils qui font l'objet de ces vidéos, elles sont faites par des créateurs de contenu qui parlent de no code. Il y a Thibaut Marty par exemple de Auto, Shubham Sharma qu'on a interviewé ensuite qui fait des vidéos sur Notion et sur les outils qu'on utilise autour de Notion. Tous ces SaaS qu'on paye tous les mois en plus, hein, c'est assez onéreux à la fin de la journée. Tous ces outils en SaaS qui ont branche entre eux, ça c'est du no-code. Et en fait chez We Love Devs, il y a du serverless, il y a une application et il y a un gros gloobie-boulga de no-code et il faut qu'on apprenne à maîtriser le sujet, il faut que nous-mêmes on devienne des développeurs no-code pour arriver à gérer cette pile de logiciels qu'il y a chez nous. En fait le voyage a déjà commencé, on a déjà embarqué dans un bateau qui parle de no-code et maintenant c'est à nous de commencer à prendre la barre et à maîtriser ce bateau-là. Et ça tombe bien, j'ai des idées de personnes qu'on pourra appeler pour nous accompagner dans ce voyage. C'est parti. On va commencer par aller chercher la définition du no-code. Alors on est allé chercher sur Wikipédia pour commencer. Alors Wikipédia c'est toujours une source sûre d'informations aujourd'hui en 2022 et ils ont une page sur le no-code avec une définition. Alors le no-code c'est un mode de développement qui, grâce à des interfaces graphiques, permet d'enlever la complexité de faire des applications, des logiciels, des sites web sans avoir à coder. Si on code pas, c'est pas du code, c'est du no-code. Alors ce code sans code, on y retrouve pas mal de choses. Déjà, il y a effectivement les interfaces clic-clic, les drag and drop pour concevoir des choses. Il y a tout un tas de plugins, d'éléments déjà mis à disposition. Ça peut être un service web que vous tirez, une iframe, un widget. Ça constitue des éléments de no-code. Le troisième sujet, ça va être bien sûr tout ce qui est automatisation. Les apps, les jobs. Ça nous permet de créer des listes de tâches avec des enchaînements logiques entre elles pour que ça s'exécute en arrière-plan. Et enfin, le quatrième sujet, ça va être des bases de données comme
comme Airtable. Au final, en fait, le no-code, ça ressemble quand même pas mal à ce qu'on peut avoir dans l'architecture d'un logiciel final. Sauf que tout est sur étagère et on prend un peu des éléments comme on veut. Mais du coup, n'importe quel WYSIWYG, ça serait du no-code. Quand je faisais de l'interface builder dans Xcode pour faire des applications iOS, c'était déjà du no-code. Alors, un WYSIWYG, ça fait What you see is what you get. WYSIWYG. What you see is what you get. C'est pas facile. Bref, cette définition, elle m'aide pas trop et il nous faut des experts pour avancer là-dessus. On a d'abord appelé Camille Blanchot, qui anime la communauté Notion France depuis le pays du poulet braisé, j'ai bien dit, le Portugal, bien sûr. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses de cette définition ? Elle est très incomplète. Effectivement, il y a des choses à améliorer. Comment moi je le définirais, c'est pour moi le no-code, et j'insiste sur la partie no-code parce que low-code, c'est encore... il y a une petite subtilité là-dedans. Le no-code, c'est un ensemble d'outils et de techniques qui permettent effectivement de développer des solutions numériques, que ce soit des sites, des applications mobiles, des systèmes internes, des choses comme ça, ou des automatisations, sans écrire manuellement de code. Et donc, effectivement, à travers du visual programming, du glisser-déposer d'éléments déjà pré-codés, du coup. J'essaye de faire en sorte que cette définition-là soit la plus inclusive possible dans les capacités du no-code, mais c'est vrai que c'est pas évident à formuler, quoi. Pendant cet entretien, Camille, elle mentionne qu'il y a un meet-up no-code qui a lieu à Nantes. Et il se trouve qu'on est à Nantes à ce moment-là, c'est-à-dire que le moment où ce meet-up a lieu, on est à Nantes pour faire le DevFest de Nantes. Le meet-up, il a lieu chez The Tribe. Ils recrutent sur We Love Devs. Pensez à aller voir le i en haut, aller voir leurs annonces, aller les rencontrer. On passe un coup de fil au directeur de l'agence pour avoir un petit peu de place. On prend rendez-vous et on arrive à enchaîner une interview. Alors déjà avec Carole David, qui est méga chouette, c'est une ancienne recruteuse. Et aujourd'hui, elle tente des trucs. C'est-à-dire que grosso modo, elle fait du no-code, mais dans le monde du recrutement. Et enfin, on a réussi à avoir Cyrielle, CyberCC et plus CC Code. Elle a changé de handle sur Twitter. On a réussi à la convaincre de répondre à nos questions. Vous allez voir que ces interviews sont très chouettes. Je leur donne la parole. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de toute façon de définition qui fait l'unanimité. Au sein de l'association No Code France, on a une guilde, un groupe de discussion qui a essayé de travailler à la définition et on a eu comme ça plusieurs séances. On n'a pas réussi à aboutir à une définition précise puisque finalement à chaque fois on se disait est-ce qu'on définit une méthodologie no code, est-ce qu'on définit des outils no code, est-ce qu'on définit un mouvement no code. Et donc, à l'époque, on avait regardé, il n'y avait rien sur Wikipédia de dédié. Et quand on était sur le Wikipédia anglo-saxon, pour le coup, c'était une page dédiée aux outils no-code. Là, c'est plutôt une manière de définir une méthodologie, donc pourquoi pas. Par contre, je ne suis pas d'accord avec l'idée que ça enlève la complexité, surtout que dans le texte, ça enlève toute la complexité. Je pense que c'est justement une idée reçue que le no-code, c'est vraiment quelque chose de facile, d'accessible. Et je pense que c'est même quelque chose de contre-productif de dire ça parce que dans la réalité, il y a effectivement des outils qui permettent de faire des automatisations, de créer des apps, de créer des sites web de façon plus accessible qu'on le ferait en faisant du code. Selon les outils, il y a quand même des courbes d'apprentissage qui peuvent être plus difficiles que d'autres et dire que c'est facile, finalement contre-productif parce que les personnes qui se confrontent à ces outils-là parfois peuvent avoir des mauvaises surprises, avoir des difficultés et penser que le problème vient d'eux-mêmes puisqu'on leur a dit à tort que c'était facile et que ça enlevait toute complexité pour reprendre cette définition. Tu m'avais prévenu que les gens n'étaient pas tout à fait d'accord en général. Cette définition semble critiquable. Je trouve que dans la définition, ils disent qu'il n'y a rien à développer alors qu'en fait, on développe en no-code. Est-ce que c'est plus facile de développer en no-code ? C'est pas forcément plus facile, c'est juste différent. Mais on a la même logique qu'en code en fait. Au niveau des process notamment, au niveau de la gestion des projets. Mais du coup, quelle serait ta définition du no-code ? Pour moi, le no-code, il englobe plusieurs outils qui sont hébergés en ligne dans le cloud, qu'on peut utiliser depuis chez soi du coup. Des outils qui permettent de soit faire de la programmation visuelle, de construire des produits digitaux, ou de faire des automatisations entre différents services, ou bien il y a également les outils de productivité comme Notion par exemple, qui permettent de mieux organiser son travail, ses process internes, sa vie dans l'entreprise. On peut même faire des landing pages avec Notion. Après, il existe une infinité d'outils no-code et une grosse communauté aussi. Alors comme ça, c'est pas moins complexe
de faire du no-code que de faire du code. Et donc c'est effectivement une fausse impression. On peut avoir des outils no-code, de penser qu'ils sont plus simples à utiliser que du code. La complexité pour créer un logiciel, pour créer l'expérience d'un utilisateur sur un produit logiciel, c'est la même. Peu importe l'outil qu'on utilise pour la créer. Si j'utilise du code basique et je le mets en prod sur un serveur Node, le problème qu'on a résolu n'a pas changé en termes de complexité. La solution a changé. Il y a un autre sujet qui me laisse perplexe, c'est que je ne comprends pas où est la frontière entre le no-code, le low-code et le serverless. Même parfois, j'ai l'impression que le low-code, c'est du serverless, parfois le no-code, c'est du low-code parce qu'on a mis un peu de code dedans. Je comprends pas bien la chose, donc je vais demander la définition, en particulier à Shubham. L'interface graphique, c'est une vraie chose, c'est-à-dire que en fait, le no-code, c'est principalement de l'interface graphique de type drag and drop. Contrairement low-code, là où on va devoir peut-être écrire un peu de ligne de code pour pouvoir faire des choses. Donc en fait, si je devais moi faire 3 niveaux, dans le monde du dev, on a toujours eu des frameworks, on a toujours eu des templates, on a toujours eu des choses. On ne crée jamais tout de zéro, en fait. On se base toujours sur des choses. Le low-code, c'est ça, mais avec un peu plus de facilité. Donc, si je monte d'un niveau, j'ai le low-code. Le code, c'est des librairies, donc des bibliothèques, des frameworks, etc., qui vont me permettre de créer des fonctionnalités avec des interfaces graphiques. Le niveau au-dessus, c'est le no-code, c'est-à-dire que j'ai des templates, des librairies, etc., etc. Mais là où je vais devoir écrire 0 ligne de code, mais je vais tout manipuler via de l'interface graphique. C'est un peu plusieurs niveaux pas forcément de complexité parce que c'est pas le bon terme, c'est pas parce que c'est du no-code que c'est facile, mais c'est plusieurs niveaux, on va dire, de vulgarisation des composants à manipuler. Et effectivement, quand je repense aux articles qu'on a pu avoir d'invités sur le blog de Wheel of Devs qui parlent du sujet du low-code, je pense que le low-code, c'est plus une évolution de l'architecture orientée service. On est passé à une autre étape du SOA, du microservice. Dans une entreprise, par exemple, un retailer qui veut mettre à disposition des différents producteurs d'applications un login pour les collaborateurs ou une application pour le compte de fidélité des clients. En fait, l'idée, c'est qu'on va pas juste fournir une API et tout le monde va réimplémenter une interface dessus. On va fournir en plus de cette API un design system, une iframe, un widget, ce qu'il faut, peut-être des plugins, peut-être même une librairie, mais ce qu'il faut en fait pour que l'expérience des utilisateurs elle soit plus uniforme et pour que au final, dans une DSI qui a bien adopté le low-code, on puisse concevoir sur mesure une expérience utilisateur en assemblant des briques de logiciels qui sont maintenues par des équipes dédiées à la DSI et avoir une expérience uniforme pour les utilisateurs quand ils revoient ces briques sur un autre produit logiciel ou un autre endroit dans l'entreprise, quoi. Alors en faisant nos recherches, on a trouvé les chiffres suivants. Il y a une étude qui indique que plus de 50% des entreprises auront adopté une plateforme low-code d'ici 2023. En 2024, 65% des applications dans le monde seront développées avec des outils low-code. Mais pourquoi les entreprises, elles adoptent le no-code? C'est la question qu'on a posée encore une fois à nos invités. Pourquoi les entreprises, elles sont de plus en plus en demande de profil ou de compétences no-code? Eh ben, à vrai dire, c'est parce qu'il n'y a pas assez de gens comme vous, tout simplement. Si on regarde au total la population mondiale, il y a très peu de personnes qui savent coder. Et c'est un problème dans un monde qui va toujours plus vite et qui a toujours plus de besoins numériques. À un moment donné, il n'y a tout simplement pas assez de personnes pour répondre à la demande. Donc, il faut, je pense que c'est venu aussi de là, en fait, les outils no-code qu'on connaît actuellement. C'est le fait de pouvoir se dire, OK, il y a un véritable besoin. C'est un petit peu urgent, il n'y a pas assez de personnes pour répondre à ces demandes-là. Il faut qu'on puisse donner le pouvoir à d'autres personnes qui sont un minimum tech-savvy, on va dire, de pouvoir construire quelque chose en fonction de leurs propres besoins. Comme ça, au moins, après, ça décharge un petit peu les développeurs et développeuses de certaines demandes, on va dire, plus basiques ou moins complexes peut-être, et permettre à ces gens-là de se concentrer sur des choses plus complexes. Ouais, en fait, j'ai un peu l'impression que c'est un peu une question d'œuf et de poule. C'est-à-dire que oui, les entreprises ont besoin parce qu'il y a un effet de recherche de productivité, d'efficacité, etc. Mais je pense que c'est aussi parce que maintenant, il y a des outils sur le marché et des compétences sur le marché que les entreprises qui n'avaient peut-être pas pensé à recruter ce type de profil l'imaginent et se mettent en ordre de bataille pour aller chercher ces compétences-là. Donc il y a à la fois un effet de besoin, mais aussi d'opportunité. Ces deux phénomènes se renforcent et qui font que de plus en plus d'entreprises créent des postes dédiés et de plus en plus de personnes aussi, voyant qu'il y a un marché, pensent à en faire leur métier.
Déjà, il y a les entreprises qui veulent intégrer des solutions no-code en interne dans leur entreprise pour améliorer leur process, tester une idée ou améliorer la collaboration, les échanges entre les collaborateurs, créer un CRM, etc., ce genre de choses. Et ensuite, il y a les entreprises plus du type start-up ou même les grands groupes, parfois, qui veulent juste tester une idée et donc la faire développer un MVP, par exemple, en Bubble. Et c'est vrai que c'est un gain de temps puisqu'on dit que le no-code va quand même plus vite et c'est vrai que le code. Mais en vrai, si on fait le MVP en Bubble, on continue avec Bubble après le plus souvent, non? Ça dépend en fait. Ça dépend. Des fois, on peut aussi faire une V1 en Bubble, voire une V2, voire itérer sur le long terme. Ça dépend des besoins en fait. Alors oui, le no-code et le low-code pour les entreprises, ça a pas mal d'avantages. C'est un gain de temps et un gain d'argent, mais ça permet surtout de gagner en agilité. On peut faire évoluer les logiciels plus rapidement sans avoir à faire intervenir 15 interlocuteurs dans le process. Un peu comme dans la pub Webflow, là, tu te rappelles? C'est un gain de productivité parce qu'on va pouvoir aussi automatiser tout un tas de tâches que les gens dans leur métier opérationnel, dans le marketing opérationnel, dans le recrutement opérationnel au quotidien, toutes ces tâches-là, on va pouvoir les automatiser. Et avant, en même temps, c'était des tâches qui étaient un petit peu trop complexes pour que le développeur d'entreprise les automatise. Plus simple en fait, si c'est les gens qui les font au quotidien, qui les automatisent et qui les maintiennent. Et ça, ils vont pouvoir le faire grâce à des outils no-code. Ça permet aussi de prototyper, de tester des idées, de lancer des nouveaux produits assez rapidement, même si très rapidement, on aura probablement besoin de passer sur une version en dur, un vrai produit logiciel avec du code dedans. Comme le disait Camille, il y a aussi toujours besoin de plus en plus de besoins numériques. Les utilisateurs, ils attendent toujours plus de nos logiciels, ils s'attendent à ce qu'on fasse évoluer les logiciels rapidement. Quand tu fais un feedback, la typo, elle est corrigée dans la journée. Et en fait, pour arriver à ce niveau d'efficacité et d'agilité, on a besoin des outils low-code et des outils no-code pour pas avoir à faire intervenir toutes les personnes dans le projet. No-code Ops, c'est, tu vois, je te parlais de différents métiers dont de plus en plus de gens vont devenir de plus en plus tech et comprendre tout ça, qui vont comprendre ce que c'est qu'une API, qui vont comprendre ce que c'est qu'un itérateur et compagnie. C'est ces gens-là qui vont devenir HR Ops, Sales Ops et compagnie. C'est ceux qui gèrent les outils en fait. Et ils ont besoin d'un côté d'une connaissance métier et de l'autre côté d'une connaissance technique. Alors on a beaucoup parlé effectivement dans les interviews des métiers qu'on appelle Ops. Quand je fais la direction commerciale et que je bricole des choses entre le CRM avec Zapier et le spreadsheet qui automatiquement se remplit, tout ça c'est ce qu'on appelle un Sales Ops. Si on était une plus grosse boîte et que j'étais directeur commercial d'une équipe de 20 personnes, on aurait probablement une personne dédiée pour faire ça à plein temps et son titre de poste ce serait Sales Ops. Et dans les équipes où il y a beaucoup de recruteurs, aujourd'hui on voit venir des gens qu'on appelle Rec Ops et souvent c'est des recruteurs qui ont appris à faire du no-code et qui vont rajouter de la sauce, quoi, faire prendre la mayonnaise pour automatiser des tâches et améliorer l'efficacité opérationnelle des équipes. C'est ça qu'on appelle ça Ops, efficacité opérationnelle. Et on fait souvent le parallèle entre le RecOps, le SalesOps, le MarketOps, le Triceratops. On fait souvent le parallèle du coup avec les DevOps. Et les DevOps, en fait, c'est pas une fiche de poste. C'est un mouvement, c'est un changement d'organisation qui vise à casser la frontière, la barrière, le mur qu'il y a entre les devs et les ops pour qu'ils collaborent mieux et qu'ils créent plus de valeur, pour qu'ils aient une meilleure efficacité opérationnelle, encore une fois. Je pense qu'on a beaucoup trop longtemps séparé les tech et les non-tech. Quelqu'un qui n'a jamais appris à coder proprement, à faire un langage de dev, va comprendre ce que c'est qu'une API peut-être, va comprendre ce que c'est qu'un trigger, qu'un déclencheur et qu'une action, et peut-être va pouvoir commencer à réfléchir comme un ingénieur, à faire de l'ingénierie. Et de l'autre côté, là où avant on était bloqué par des devs en se disant voilà, moi je suis pas tech, je vais pouvoir le faire, cette binarité n'existe plus et n'existera plus et existera de moins en moins. Et c'est là que j'ai la révélation. En fait, il y a un deuxième mur qui est en train de tomber. Avant, nous, les devs, on était entre deux murs. D'un côté, effectivement, il y avait à gauche les ops, à qui on balançait des features comme des parpaings, et puis eux, ils se débrouillaient pour que ça tourne en production. Et de l'autre côté, on avait un mur à droite, et il y avait nos utilisateurs de l'autre côté qui nous envoyaient des feedbacks, qui ouvraient des tickets support, qui demandaient des évolutions. Et ça, le mur était concrétisé par un Jira ou par un Mantis. Et dans ce mur-là, bien sûr, il y a des maçons, les PO, les MOA, qui essaient de créer des fenêtres pour qu'on s'entende mieux avec l'utilisateur. Et le no-code, le sujet, c'est de faire tomber ce mur-là. Le DevOps a fait tomber le mur de gauche, c'est-à-dire que maintenant, je peux me lever de ma chaise et aller voir les ops. En fait, même les ops m'invitent à venir pour voir comment mon code se comporte en production, pour que je l'améliore et que je le fasse mieux la prochaine fois. Et puis, ils m'accueillent sympathiquement. Ils me disent que je suis bienvenu, qu'ils vont m'aider en fait à faire mieux des choses. Et ils vont venir aussi de mon côté pour m'aider à avoir un processus de développement qui soit plus fluide et plus continu. Là, on va aller de l'autre côté, c'est-à-dire que les utilisateurs, ils vont nous dire, faut corriger cette typo-là. En fait, ils vont pouvoir le faire eux-mêmes. Oui, ou ça peut être l'équipe design qui va pouvoir le faire, ou ça va être quelqu'un dans leur équipe qui va pouvoir le faire. Ou je vais pouvoir me lever pour les aider à le faire en utilisant l'outil no-code. Mais dans tous les cas, il n'y a plus de mur des deux côtés. On se lève et on va voir les gens. À mon sens, oui, totalement. Ça vient s'inscrire, c'est une nouvelle branche qui vient s'additionner. C'est une nouvelle façon de faire qui ne va pas forcément remplacer totalement les autres façons de faire qui existent déjà. Au contraire, ça vient juste apporter de nouvelles solutions, de nouvelles possibilités.
Mais oui, en fait, selon moi, ça vient tout simplement s'ajouter. Et non seulement ça ouvre des portes pour des personnes, on va dire, qui à la base ne sont pas dans ce monde-là pour y rentrer doucement, mais ça ouvre aussi des portes pour des personnes qui sont déjà développeurs, développeuses, de travailler du coup sur des outils no-code et pourquoi pas développer des outils no-code parce qu'il faut des développeurs et des développeuses pour ça. Donc ça peut être un challenge intéressant. Et je pense que si on travaille main dans la main, c'est pas pour faire le message des bisounours, mais tout simplement pour vraiment essayer de dire il y a des opportunités des deux côtés. Et donc, autant se focaliser là-dessus plutôt que de faire des petites guéguerres qui ne servent à rien parce qu'on a besoin les uns des autres. Quoi. Si le no-code, c'est un moment, si la barrière entre les non-devs et les devs, elle est rompue, quel est le métier des no-codeurs, quel est le métier des développeurs et des développeuses no-code ? Est-ce que développeur ou développeuse no-code, c'est en train de devenir un métier à part entière ? Je pense que c'est déjà un métier depuis quelques temps déjà. Forcément, il y a des besoins, comme le no-code il est en forte croissance, il y a des besoins métiers qui se créent. Quoi. Donc le no-code, c'est en train de devenir un métier, mais est-ce que je pense que le futur, c'est que les no-codeurs et les no-codeuses soient des fiches de poste à part entière ? Ou est-ce que le futur, c'est les gens qui utilisent du no-code au quotidien, comme maintenant on a Office et Excel dans nos fiches de poste de manière générale, quoi. Je pense qu'il va y avoir les deux, des personnes qui utilisent le no-code dans leur quotidien pour améliorer leur vie, leur process, leur organisation, planifier leurs vacances, etc. Et il va y avoir aussi des personnes vraiment beaucoup plus techniques qui vont, elles, en entreprise, développer des solutions plus solides et donc en vivre, en fait. Le gros phénomène, avant de créer des postes complètement dédiés et 100% no-code, c'est plutôt l'hybridation de métiers qui existent déjà avec des outils no-code qu'on vient rajouter et qui vont diversifier les outils. Je te parle du poste d'assistante de direction, d'assistante de direction. Dans la fiche de poste, c'était assez rigolo de voir que la description, c'était « Et vous êtes sensible aux outils, ouvrez la parenthèse, Excel, Notion et Airtable ». Donc un Notion et Airtable viennent aujourd'hui au même niveau que Et pour toi, du coup, Windows, cette hybridation de compétences, le fait de le rajouter dans la fiche de poste, c'est une transition vers des postes dédiés ? On aura toujours une part d'utilisateurs, utilisatrices et de fabricants, fabricantes. On retrouve cette idée que pour un Notion, par exemple, il y a vraiment une distinction entre les personnes qui utilisent régulièrement le Notion de leur boîte parce que en fait, c'est dans l'organisation ou éventuellement on leur met à disposition un template pour qu'ils se fassent leur petite organisation, mais ça reste une utilisation, je vais dire primaire, même si c'est une connotation négative, mais pour le différencier d'utilisateurs et d'utilisatrices qui sont en fait des fabricants de leur propre espace de travail et qui vont produire, imaginer, créer des espaces de travail. Ouais, c'est un peu comme les utilisateurs finaux du logiciel par rapport aux développeurs. Exactement, mais comme dans n'importe quel logiciel métier où tu as les utilisateurs, les utilisatrices, puis tu as des key users qui sont des gens qui sont hyper excités à l'idée de découvrir toutes les fonctionnalités, qui vont faire des retours à l'éditeur, etc. Il y a des développeurs et des développeuses no-code qui existent vraiment ? Ouais, après on les nomme pas comme ça. Le terme qui va revenir le plus souvent, là c'est encore comme la définition du no-code, il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de versions, disons, c'est no-code maker ou product builder. Pour moi, ça n'a pas vraiment les mêmes connotations non plus, mais no-code maker, ça va être un petit peu l'équivalent de développeur, développeuse no-code, quoi. Alors déjà, les développeurs, ils sont pas au chômage parce qu'il faut des développeurs pour développer les outils no-code. La question de est-ce que développeur no-code, ça va devenir un métier à part entière ou est-ce que ça va devenir plus un skill, une compétence sur une fiche de poste ? Dans tous les cas, on est sûr que c'est une compétence qui va apparaître de plus en plus sur les fiches de poste et que vous montez en compétence sur ce sujet-là va vous donner des opportunités de carrière, même si vous n'êtes pas dev d'ailleurs. En fait, demain, sur votre CV, vous allez écrire que vous maîtrisez Microsoft Office, Adobe Photoshop et Airtable et Webflow. Ça va devenir des compétences complètement classiques, mais entre-temps, il y a des métiers dédiés. C'est-à-dire qu'avant, les gens ne savaient pas utiliser Office, mais il y avait des gens dont le métier était d'être dactylo et de taper des textes pour les autres. Les métiers no-code, c'est une transition, et peut-être que demain, ils vont rester. J'ai pas de boule de cristal, en fait. Le CEO de Webflow, par exemple, il dit dans ses conférences que le no-code n'a pas pour vocation de remplacer le logiciel développé par du vrai code. Il permet de faire un bout du chemin, et les développeurs vont faire le reste du chemin. Et il y a des produits logiciels en no-code qui vont être remplacés par des logiciels traditionnels au bout d'un moment. Le no-code et le code ne sont pas antagonistes, ils sont complémentaires. Le but, c'est que les développeurs et les développeuses traditionnels ils puissent se concentrer sur le gros du logiciel, la forte valeur ajoutée pour leur métier, pour leur entreprise,
l'entreprise, pendant que tous les petits changements de dernière minute, ça puisse être fait avec des outils en no-code. Et donc probablement que demain, ce que vous développez en tant que développeur dans une entreprise, ce sera du low-code et ce sera glué avec du no-code en face. Peut-être qu'aujourd'hui, vous développez une API qui est consommée par un autre logiciel front, développé par une autre équipe de dev. En fait, demain, vous allez développer une API, mais vous allez la mettre dans une espèce de make ou de Zapier interne à l'entreprise pour qu'il puisse le brancher avec le CRM, par exemple. Au final, c'est un peu ce que vous faites avec du SAP et du COBOL et de l'ABAP et du Java. J'aime bien quand on brise un silo, quand on casse un mur. Aux développeurs et aux développeuses, j'ai envie de dire, c'est que finalement, les no-codeurs et les no-codeuses, c'est des gens comme nous. Ils essaient de faire des sites web avec d'autres outils que nous, mais ils font les mêmes sites web que nous. Ils ont la même passion du SEO à la fin, la même passion de la bonne expérience du développeur. Le Damien de 2001 qui faisait des sites web en utilisant Dreamweaver et Hitparade, c'est le même que le Damien de 2018 qui fait un site web avec React, JSS et Firebase. Et surtout, ce Damien, à la fin, il fait toujours un site web. J'ai 32 ans et j'ai fait la même chose qu'il y a 20 ans. Je sais pas ce que j'ai fait entre-temps. Les no-codeurs et les no-codeuses sont avant tout des professionnels du logiciel, tout comme nous. Quand on fait du Webflow, on fait du web avant de faire du Webflow. Quand on fait du Zapier ou du Make, on utilise des if, des else et des then, tout comme quand on fait du C ou du PHP. Alors oui, bien sûr, les no-codeurs sont les bienvenus sur We Love Devs. On a rajouté les pages métiers et on invite les entreprises dès maintenant à ajouter des annonces sur celles-ci pour recruter des no-codeurs, des no-codeuses. Et je suis convaincu qu'il y a de plus en plus de développeurs et développeuses qui vont se lancer dans le no-code et qui vont passer plus de temps à proximité des équipes métiers pour automatiser les choses au quotidien, pour créer des expériences comme on le faisait hier. Merci aux invités qui nous ont aidés dans ce voyage, qui nous ont aidés à réaliser ce reportage. On va remettre toutes les interviews complètes sur la chaîne secondaire de We Love Devs, donc pensez à vous abonner à celle-ci si vous avez envie de passer plus de temps avec ces invités fantastiques. Moi en tout cas j'ai passé un très bon moment avec eux. Et encore une fois, on finit la vidéo avec cette morale, on fait du logiciel pour rendre les utilisateurs, les utilisatrices heureux et heureuses. Et c'est ça qui nous rassemble et nous motive chaque jour à nous lever.